Bonjour, en quelques mots, pourriez-vous nous définir ce que c'est que la chronobiologie? La chronobiologie est une science qui a été créée dans les années 50-60, reconnue alors par l'Académie des sciences, et qui en fait faisait suite à des tas d'expériences qu'on appelait expériences hors du temps, menées au fond de grottes par des jeunes adultes tout venants qui étaient volontaires pour y participer, et qui devaient servir à mettre en évidence l'existence des rythmes biologiques. Donc à partir du moment où ces expériences ont été reconnues, et ont prouvé l'existence de ces rythmes biologiques, cette science est née, la chronobiologie, et en fait elle étudie à l'heure actuelle le fonctionnement des rythmes biologiques, mais elle étudie également tous les effets dus au dysfonctionnement des rythmes biologiques. Donc ça n'est pas une science qui ne s'intéresse qu'à l'homme, puisqu'elle étudie ça chez les animaux, comme chez les plantes, comme chez les végétaux, etc. C'est vraiment une science qui s'intéresse à l'être vivant, et au fonctionnement de cet être vivant et à ses rythmes. D'accord. Et qu'est-ce que la chronobiologie nous apprend sur les enfants? Alors, sur les enfants, elle a été beaucoup étudiée depuis maintenant plusieurs décennies, en particulier sur le sommeil des enfants. C'est vraiment là qu'elle a eu une importance énorme, mais depuis quelques années, on s'intéresse de manière plus globale au rythme biologique des enfants pour voir si effectivement les temps qui lui sont imposés par les adultes, parce que c'est jamais lui qui les choisit, sont des temps finalement bien adaptés à ses besoins du point de vue de ses rythmes biologiques. Alors ce que l'on sait par exemple, c'est que cet enfant, il a de véritables besoins. On sait que les rythmes biologiques sont génétiquement programmés. Ça veut dire que chacun d'entre nous possède un rythme biologique. Les enfants également, ils naissent avec un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques. Et c'est bien ce programme-là qu'il faut essayer de connaître, parce que ça génère des différences interindividuelles qui font que les enfants ne sont pas tous identiques entre eux par rapport à leurs besoins. En particulier, on sait qu'à 1 an, les bébés vont se distinguer selon leurs besoins de sommeil. On va avoir des petits dormeurs, des moyens dormeurs et des gros dormeurs. Et là, les parents ont un rôle important à jouer, puisque c'est eux, en observant le développement de leur enfant pendant cette première année, qui vont pouvoir constater s'il est plutôt petit dormeur ou moyen dormeur ou gros dormeur. On confond souvent les petits dormeurs avec des enfants qui n'ont pas envie de dormir. Ce n'est pas la même chose. Ces enfants qui n'ont pas envie de dormir, c'est parce qu'ils ne veulent pas se détacher de la maman ou bien c'est parce qu'ils veulent jouer, etc. Ce ne sont pas des petits dormeurs. Le vrai petit dormeur est un enfant qui va faire rapidement sa nuit, qui va rapidement supprimer les siestes dans la journée, mais qui est un très bon joueur, qui est agréable, qui ne pleure pas, qui joue beaucoup, qui grandit bien, qui mange bien, etc. C'est un vrai petit dormeur. Mais c'est important à savoir parce qu'il le sera toute sa vie, tout comme le gros dormeur le sera toute sa vie. Évidemment, le petit dormeur est avantagé, il a besoin de moins d'heures. Mais quand il arrive à l'école, il est toujours petit, moyen ou gros dormeur. Et c'est là qu'on doit y prêter attention parce qu'on ne devrait pas se comporter de la même façon avec ses enfants selon ce qu'ils sont. Et ce que je voudrais dire par rapport au sommeil, c'est qu'il est important que tous ceux qui s'occupent de l'enfant, qu'ils soient parents, mais les enseignants également, comme les animateurs, comme les éducatrices jeunes enfants en crèche, etc., devraient apprendre à connaître le fonctionnement du sommeil pour pouvoir bien le respecter, et en particulier respecter, ça c'est quelque chose qui est majeur, la régularité du rythme veille-sommeil de l'enfant. L'enfant devrait, jusqu'à l'adolescence, pratiquement, se coucher tous les jours à la même heure pour se lever tous les jours à la même heure, y compris pendant les week-ends, y compris pendant les petites vacances. Et juste faire part d'une étude qui a été menée sur une cohorte de plus de 11 000 enfants en Grande-Bretagne et qui a prouvé, en suivant ces enfants âgés de 3 ans, 5 ans, 7 ans, qu'à 7 ans, les enfants qui sont les plus distractibles, qui sont les moins concentrés, qui ont aussi des comportements sociaux qui sont souvent un peu perturbants, ce sont des enfants qui, depuis l'âge de 3 ans, connaissent une irrégularité dans leurs heures de coucher. Donc c'est cette régularité qui est la plus importante. C'est bien entendu les parents qui en sont responsables de cela et qui doivent absolument le respecter. Et puis il y a d'autres temps dans la journée où il faut aussi respecter les besoins des enfants par rapport à leurs besoins de sommeil. Et quels sont les meilleurs moments de la journée pour les apprentissages? Alors, par rapport justement à l'analyse de ces rythmes biologiques qu'on a commencé à faire véritablement chez l'enfant à partir des années 1980 à peu près, il y a eu vraiment beaucoup de suivi d'enfants. Et ce qui a toujours été constaté, mais qui l'était déjà, à une époque, on n'avait pas les moyens de faire des études scientifiques plus poussées,
c'est le fait que le matin est vraiment le moment de plus grande disponibilité des enfants. Un psychologue, au début du XXe siècle, en 1906, disait aux enseignants avec lesquels il travaillait: faites bénéficier la clarté mentale à vos écoliers, la clarté mentale de la matinée, parce que c'est là qu'ils sont vraiment les plus éveillés et qui peuvent le mieux apprendre. Et puis il y a un autre chercheur qui a eu une importance dans ce domaine-là, qui est Pierre Magnin, qui était médecin et qui a été recteur pendant une période, donc il connaissait aussi bien l'école, et qui effectivement, avec les analyses physiologiques qu'il a faites, avait prouvé que le matin, les enfants sont vraiment beaucoup plus disponibles que l'après-midi. Et il avait même démontré que même si on aménage le début d'après-midi de telle manière que les enfants puissent se poser, etc., la reprise qu'ils ont après n'a jamais la même validité que celle du matin. Donc on doit absolument privilégier les matins et les apprentissages, pas d'ailleurs que les apprentissages fondamentaux, mais l'ensemble des apprentissages devrait pouvoir se faire le matin. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai souvent milité pour avoir le plus possible de matinées dans la semaine, mais aussi avoir des matinées plus longues qui permettent justement de travailler sur l'ensemble des matières. Et enfin, existe-t-il un effet de saison? Il y a bel et bien un effet de saison chez l'être humain qui a été étudié par les chercheurs à partir des animaux, puisqu'ils s'étaient interrogés sur le fait qu'entre novembre et mars, une partie non négligeable d'animaux vont hiberner. Ils se sont demandé pourquoi, à quoi ça sert. Et en fait, dans les expériences qui ont été menées à ce propos, ils ont prouvé que l'hibernation est une condition de survie pour l'animal. Ce n'est pas, contrairement à la représentation qu'on peut en avoir des animaux fainéants, qui vont juste dormir pendant cette période. Ils ont besoin de cette période-là pour vivre à minima et utiliser à minima les ressources qu'ils ont stockées pendant la période faste. Donc c'est une condition de survie. Et parmi ces animaux, il y a des mammifères qui hivernent. On s'est posé la question pour nous qui ne sommes rien d'autre que des grands mammifères. Et on a bien constaté qu'à cette époque de l'année, notre organisme est beaucoup plus fragile, il est beaucoup plus fatigable. Le système immunitaire est lui aussi moins résistant, plus déficient, ce qui explique qu'on est plus malade l'hiver que l'été. Et à cause de cette moindre résistance du système immunitaire qui nous fait choper tous les microbes, c'est aussi une période de l'année où les jours sont plus courts, où la luminosité est plus faible. Et ça a une répercussion sur notre bien-être psychologique, jusqu'à provoquer chez certains ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Et ce qu'on a découvert il y a quelques années, c'est que plus de 1% des enfants subissent de la dépression saisonnière et plus de 5% des adolescents la subissent. D'où l'importance de la reconnaître pour pouvoir la prévenir et pour pouvoir la traiter comme il se doit, parce qu'effectivement, c'est un moment où les enfants sont encore plus fatigables parce qu'ils ne dorment pas bien ou ils ne dorment pas aux bonnes heures, etc. Et savoir également que pendant cette période de l'année, le niveau de cortisol, qui est une hormone très importante, puisque c'est elle qui finalement régule pratiquement tous nos rythmes biologiques, eh bien ce cortisol est au plus bas pendant cette période de l'année, alors qu'il est le plus élevé pendant l'été pour les enfants et les adolescents. Et on ne peut que constater une chose, c'est que notre année scolaire marche complètement à l'envers, puisque c'est quand ils vont le mieux qu'on leur en demande le moins, et c'est pendant la période du second trimestre de l'année qu'on demande aux adolescents de réussir le mieux, d'avoir les meilleures notes, etc.